Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de thérapie littéraire. Comment ça va, Léa? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va très bien. On a plein de trucs à vous raconter aujourd'hui avant de passer à la partie littérature. Parce qu'on a des petites news. Si vous ne le saviez pas, Léa et moi, on a fêté nos anniversaires récemment. Parce qu'on est né à une semaine d'intervalle finalement. Exactement. Et notre podcast est né pile entre nos deux dates. C'était fait exprès. Évidemment. Comme ça, l'année prochaine, on pourra fêter notre anniversaire tous les trois. En famille. En famille. Vu que c'est notre bébé. Donc moi, mon anniversaire, c'était le 15 mai. Le podcast est sorti, enfin le premier épisode, le 18 mai. Ouais. Et Léa est née le 21 mai. Tout à fait. Et pour nos anniversaires, on a reçu des cadeaux très livresques, finalement. De ouf. Très podcast, très Book Therapy Club, en fait. Exactement. Mais d'ailleurs, moi, je retiens que c'est un peu une forme de trahison, ton cadeau. Parce que j'aimerais rappeler que dans le premier épisode où on faisait le This or That, il me semble que tu as répondu livre plutôt que liseuse. Exactement. Alors va falloir m'expliquer pourquoi tu as reçu une liseuse. Et oui, j'ai reçu une liseuse, les amis. En fait, je vous explique pourquoi. C'est que la liseuse, bon, je préférerais toujours les livres papier, genre ça c'est sûr à 100%. Mais en fait, je me suis dit pour les voyages, et vu que l'année prochaine, je suis dans l'optique de voyager pas mal, je me suis dit c'est quand même vachement pratique. Et bon, je pense que je vais l'utiliser pas que pour les voyages, mais même de temps en temps, vu que je prends souvent le train et tout, ça peut être sympa. Et du coup, je suis très très contente. En plus, mes amis me connaissent très bien, car ils me l'ont pris en vert. Mais oui, elle est trop belle. En vert matcha. Vert matcha. Mais du coup, elle est trop sympa, elle est trop mignonne. Et j'ai trop hâte de tester, lire dessus. Voilà. Tu me la prêteras pour tester? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et toi, Léa, dis-nous, qu'est-ce que tu as reçu pour ton anniversaire? Bah écoutez, moi j'ai reçu un petit micro. Voilà, vous avez peut-être remarqué une montée en niveau de la qualité du son peut-être. Du coup, bah t'as plus qu'à prendre aussi un micro et finalement on sera bien. Bah ouais, on sera tout équipés. Donc je vais prévoir ça prochainement. Comme ça, vous aurez nos deux voix en bonne qualité. De ouf, on fait ce qu'on peut. Mais non, je pense que franchement, ça va être amené à devenir plus qualitatif. Ça ne pourra que s'améliorer avec le temps, de toute façon. Venons-en au sujet principal du jour. Donc, installez-vous confortablement. Là, les discussions importantes commencent, puisqu'on va parler de 1984 de George Orwell, que vous connaissez certainement de nom, en tout cas c'est sûr, puisque c'est un classique de la littérature anglaise. Tout à fait. Et du coup, pour la petite boisson du jour, préparez-vous parce qu'on est sur des giga gin tonic. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, c'est-à-dire qu'on met plus de tonic que de gin. Voilà, surtout que pour la petite anecdote, on est juste en giga le lendemain de soirée. On s'est vraiment couché à 14h du mat hier parce qu'on a fêté l'anniversaire de Léa. Exactement. Mais du coup, si vous n'avez pas la ref, pourquoi on consomme des gin tonic? En fait, c'est tout simplement parce que c'est une petite ref au livre dont on va parler. En fait, dans 1984, les personnages s'envoient des gigaverres de gin pur ouais. pendant les repas sur ordre du gouvernement. Et du coup, on s'est dit, on va s'envoyer du gros gin comme... Exactement. À la tienne. À la tienne. Alors, du coup, pas de panique que vous ayez lu ou pas le livre. En fait, on a pensé l'épisode pour que on ait une première partie sans spoilers. Comme ça, si vous avez envie de le lire, vous allez pouvoir un peu le découvrir en surface, sans vous faire spoiler quoi que ce soit. Et ensuite, on partira sur une partie spoilers, du coup, pour les gens qui l'ont déjà lu. Comme ça, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur dans l'analyse. Donc, on vous préviendra, évidemment, avant de passer aux spoilers. Et on vous dira le timecode auquel aller pour pouvoir quand même écouter la fin de l'épisode où, du coup, on parlera plus du livre. Donc voilà, c'est parti. Je pense qu'on peut y aller. Yes, let's go. Tout d'abord... Avant de commencer à vous parler vraiment de l'histoire, on va rentrer un petit peu dans la tête de George Orwell, de l'auteur, découvrir un petit peu sa vie et pourquoi il a écrit ce livre finalement.
comme vous l'aurez compris, on va plonger dans un monde dystopique, finalement, car il s'agit d'un roman dystopique où on va aborder des thèmes très joyeux comme la répression, la surveillance, le totalitarisme, mais aussi la liberté. Ouais, donc en gros, si on devait résumer un peu les tropes de ce livre, on pourrait dire protagoniste en lutte intérieure, absence d'espoir véritable, ou encore régime totalitaire omniprésent. Donc voilà, si ça c'est un peu votre dada, bah écoutez, vous êtes au bon endroit du coup. Le monde de 1984, c'est un monde qui est très similaire au nôtre, dans le sens où c'est pas un monde genre fantastique, quoi. Ouais. Mais c'est un monde dans lequel personne n'a envie de vivre. Et pourtant, on verra plus tard que fiction et réalité ne sont parfois pas si éloignées. C'est clair, et ça fait peur, donc on va garder ça pour la fin de l'épisode. Mais en tout cas, la dystopie, c'est un genre qu'on étudie au collège, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et justement, moi je me rappelle avoir lu un livre dystopique, donc du coup c'était pas 1984, mais nous c'était Fahrenheit 451. Et du coup, toi t'avais lu aussi un livre dystopique au collège ? Ouais, j'avais lu le même que toi, mais je crois toute seule, pas dans le cadre des cours. Okay. Et je me rappelle pas de tous ceux que j'ai lus, parce que je crois que j'en ai plusieurs dans différents cours, tu vois. Mais je me rappelle qu'en littérature anglaise, on avait lu un autre livre de George Orwell qui est La ferme des animaux. Ah oui. Et qui du coup est un peu une sorte, c'est pas une parodie, mais en gros il utilise les animaux de la ferme pour représenter les figures de l'URSS, quoi. Genre Staline et tout le tralala. Ça give un peu les fables de La Fontaine. Ouais, c'est un peu ça, mais du coup, je me rappelle que j'avais lu celui-là, et après, pareil, j'ai lu Fahrenheit 451 comme toi. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de lire 1984 ? Parce que, en tout cas, moi je te le dis, je me suis dit c'est un classique, je l'ai jamais lu encore. Là, le contexte politique actuel fait que ça peut être bien de lire ce genre de livre pour se faire une petite piqûre de rappel sur le fait qu'on est en train de glisser sur un terrain dangereux. Donc voilà, moi c'est pour ça que je l'ai lu, mais toi, qu'est-ce qui t'a chauffé Moi, il y a ça aussi, forcément. Et après, il y a aussi que ça fait... je sais pas combien d'années qu'il est dans ma bibliothèque. Je crois que c'était ma sœur qui l'avait lu à la base. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais déjà, toi. Je l'avais déjà, et en fait, je me suis dit, vu que, comme toi, j'avais envie de lire un classique, tu vois, j'ai fait, go, en fait, je le lis, tout simplement. Et du coup, pas de regrets. Non, ouais, clairement. Je pense que c'est carrément un livre à lire, et aussi, il a été écrit quand même dans un contexte assez particulier. C'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Forcément, on était dans un contexte de montée des régimes totalitaires, un climat ambiant de tensions politiques, de surveillance et surtout de propagande. Donc en fait, on comprend bien que ce livre, il sert un peu à alerter sur les dangers de la perte de liberté et de vérité. Donc voilà, ça baignait dans un contexte où en fait, après, quand on le lit, on comprend tout à fait pourquoi. C'est ça. Et du coup, pour vous présenter un petit peu l'auteur, donc George Orwell, il est né en 1903, donc il y a très longtemps. Ouais. Et c'est donc un écrivain britannique plutôt engagé finalement. Et justement, ses expériences personnelles d'après-guerre, de guerre, ont vraiment fortement influencé toutes ses œuvres. Il a été ancien agent colonial en Birmanie et combattant en Espagne contre le fascisme. Donc il était vraiment très engagé, marqué par l'injustice sociale, la censure et la propagande. Mais d'ailleurs, moi j'ai un fun fact. Si vous le saviez pas, George Orwell ne s'appelle pas George Orwell. Et oui, on a découvert ça. Ouais. En plus, c'est écrit au tout début du livre, moi. C'est comme ça que je l'ai su. Ah ouais ? Ouais, il s'appelle du coup Eric Arthur Blair. Rien à voir. Mais ça fait vachement plus français, enfin. Ouais, c'est clair. Mais voilà, petit fun fact, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, voilà. Mais du coup, comme tu l'as dit, à travers ce roman, l'auteur il tire un peu la sonnette d'alarme, quoi, contre les dérives totalitaires, la surveillance et la perte
de liberté. En fait, il a vraiment voulu combattre les régimes autoritaires, que ce soit le stalinisme ou le... Il a beaucoup écrit en s'inspirant du stalinisme. Ah bah, clairement, on sent qu'il s'est inspiré de ses traumas, quoi. Enfin, oui, vraiment. Il en avait gros sur la patate. Ouais, clairement. Tous ses livres, c'est ses désillusions face au régime autoritaire, finalement. Nous sommes en 1984. Le monde est divisé en 3 continents. L'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. Big Brother est partout. Il nous surveille constamment. Ici, même les pensées peuvent devenir un crime. Alors prenez garde. Le personnage principal de ce livre s'appelle Winston. C'est un homme âgé de 39 ans qui vit à Londres en plein dans l'Océania. Il travaille pour le gouvernement de Big Brother dans un bâtiment qui s'appelle le ministère de la vérité. Sauf qu'il commence à se poser des questions sur ce qui se passe et ses pensées dépassent toutes les limites de ce qui est autorisé. En plus de Winston, on a 2 autres personnages secondaires qui reviennent régulièrement dans le roman. On a Julia, qui travaille également au ministère de la vérité, sauf que Winston, c'est pas vraiment qui c'est. Elle l'impressionne un peu. Il est un peu flippé par rapport à elle, donc il se pose des questions. Et de l'autre côté, on a O'Brien, donc lui, c'est vraiment un membre du parti intérieur, donc vraiment quelqu'un de haut placé hiérarchiquement. Pareil, Winston se pose un peu des questions sur lui, il se demande un peu qu'est-ce qu'il pense de tout ça, etc., quoi. Oui, c'est ça. En fait, il a des feelings et des pensées qui sortent de ce que le gouvernement autorise. Et il se demande s'il est seul à penser ça ou pas, quoi. C'est ça. Donc, comme vous l'aurez compris, on est vraiment dans un monde à part entière avec des fonctionnements étrangers. Peut-être qu'on a déjà cité des mots, des notions auxquelles vous n'avez rien compris si vous n'avez pas lu le livre. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, pour que vous ne soyez pas perdus, on va vous expliquer quelques termes qui, selon nous, sont les plus importants pour que, en fait, vous compreniez bien de quoi on parle, quoi. Donc, tout d'abord, Big Brother, en fait, c'est qui ce gars? Bah, ce gars, c'est un peu le gourou de la secte, on va dire. Enfin, c'est le big boss de la doctrine de Langsock. C'est ça. C'est la contraction de 2 mots, je crois que c'est anglo-socialisme. En fait, Big Brother, c'est la figure en fait du parti, mais finalement, il est très shady parce que personne ne l'a vu. Personne ne sait où il est, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Juste, tous les messages de propagande sont donnés par Big Brother et Big Brother surveille tout le monde. C'est un peu comme la personnification du gouvernement et personne ne sait s'il existe vraiment, quoi. Ouais. À part les membres vraiment très précieux du parti. Et donc Big Brother, comment il surveille toutes ces petites personnes-là? Eh ben, il utilise ce qu'on appelle des télécrans. Donc, alors c'est un mot un peu barbare vu comme ça. En gros, c'est un peu comme des tablettes incrustées dans une surface, genre un mur. Et en gros, c'est un truc que tu peux jamais éteindre, qui filme et enregistre tout ce qui se passe chez toi. Donc tu peux pas y échapper. Et donc ça diffuse en fait en permanence de la propagande du gouvernement. Et pareil, tu peux pas l'éteindre. Tu peux pas. Tu peux juste baisser le son au minimum, mais dans le sens où tu l'entends quand même. Même la nuit, je crois. Ouais, tu peux pas t'en débarrasser. Même la nuit. Et il y en a partout, donc c'est-à-dire qu'il y en a chez vous, il y en a dans les maisons, il y en a au travail, il y en a dans la rue, dans les magasins, partout. Et ces télécrans, ils servent à te poucave à quelqu'un. Exactement. Donc si vous ne respectez pas les lois du parti, alors c'est pas que le fait de pas respecter les lois, mais c'est aussi si vous êtes contre le parti, si vous vous battez contre le parti, si vous n'êtes pas en accord avec les valeurs du parti, et ben en fait on vous trouve et on vous tue. Voilà. Littéralement. Littéralement. C'est simple, efficace. Donc c'est là où ce qu'on vous disait, donc Winston commence à avoir des pensées qui sortent en dehors du parti. C'est parce qu'en fait, rien que par le fait de penser que le gouvernement est mauvais, il peut se faire retrouver et se faire tuer. Mais il n'y a pas que les télécrans pour surveiller les gens, il y a aussi la police de la pensée. Et c'est justement eux qui s'occupent de te retrouver et de te buter. C'est ça, globalement, voilà, c'est résumé, hein, c'est la police de la pensée, voilà, tout est dans le nom. C'est ça. Et donc le ministère de la vérité, là où travaille Winston, c'est en fait le ministère qui est en charge de
gérer tout ce qui est les informations qui changent dans les médias, dans les livres. Ouais, il rectifie tous les faits pour effacer le passé, finalement. C'est ça, pour en fait faire comme si tout ce que le parti disait avait toujours été vrai. Ouais. Pour donner raison au parti, quoi qu'il arrive. Et surtout comme si le monde avant la doctrine de Langsock n'existait pas. C'est ça. Donc ouais, il y a tout un travail qui est très bien expliqué de falsification en fait des contenus, des journaux, des médias. Et du coup c'est assez justement paradoxal parce que ça s'appelle le ministère de la vérité, mais tout ce qu'ils font c'est mentir. Donc, exactement. Exactement. Et du coup Winston travaille au commissariat des archives plus précisément. Et donc il est notamment en charge de falsifier des infos quand le parti lui demande, de faire en sorte que tout ce qu'ils veulent supprimer soit supprimé à vie, que ça n'existe plus nulle part. Et quand justement il modifie, pour ne pas dire falsifier les documents, il le fait pas forcément qu'en anglais, il le fait aussi en novlangue. Donc la novlangue c'est aussi un concept très particulier propre à 1984. En fait, c'est une langue créée par le parti qui, en fait, a pour but de simplifier tous les mots. C'est-à-dire que, j'ai plus d'exemples précis en tête, mais en gros, tu vas prendre la contraction de 2 mots ou... pour vraiment pour en faire un seul qui soit genre... plus simple, quoi. C'est ça. Et en gros, cette langue, elle permet donc de réduire le vocabulaire à vraiment le strict nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Et on verra donc un peu plus tard que ça participe beaucoup à la manipulation de la pensée, de l'expression aussi. Et donc voilà, il utilise le novlangue parce que c'est quand même un truc qui est en train de se mettre en place et qui à terme doit devenir la langue principale en fait pour remplacer l'anglais. C'est ça, c'est le but du gouvernement. Et donc le dernier truc dont on peut vous parler, c'est le slogan qui revient à plusieurs reprises dans le livre. C'est le slogan du parti. Donc c'est « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Donc là, en fait, on revient vraiment dans ce paradoxe de mensonge, en fait, parce que on oppose tout. Enfin, c'est-à-dire que la guerre, c'est la paix. Bah non, du coup. Donc voilà, on est vraiment dans une manipulation de la pensée, un truc très paradoxal. Et voilà, donc maintenant vous avez les termes quand même principaux pour comprendre un peu ce qui se passe. Et du coup, je te propose qu'on se dise un peu nos impressions générales de quand on a commencé le livre, quels étaient nos ressentis, etc. Le feeling un peu que j'avais qui était omniprésent moi dans tout le livre, c'est vraiment pas mal d'angoisse finalement. T'es très très immergé dedans, donc vraiment tu te mets à la place de Winston, le personnage principal. Tu te poses un peu des questions du genre qu'est-ce que j'aurais fait à sa place à ce moment-là, comment j'aurais réagi, est-ce que j'aurais été courageuse genre d'avoir des pensées contre le parti ou quoi. Enfin, il y a vraiment un climat de tension assez fort et tu ressens le danger, quoi. Tu ressens le danger, je trouve, et donc pour ça, ça fonctionne très très bien. On est vraiment immergé dans le livre. Ouais, c'est un avantage comme un inconvénient. C'est que justement, t'es tout de suite immergé dans le monde. Et en fait, on t'explique pas vraiment... C'est pour ça qu'on a pris le temps un peu de vous expliquer les différents termes, genre télécran, police de la pensée et tout. Parce que je pense que c'est plus facile de commencer le roman en sachant un peu ce que c'est. Parce qu'en fait, le roman, il te drop dans ce monde inconnu, très différent du nôtre. Et en fait, juste, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. On te parle de télécran et tout, t'es là en mode « Ok, je comprends pas ce que tu veux me dire. » Et en fait, personne te prend par la main pour t'expliquer ce que c'est. Et c'est vrai que ça, c'est un peu déstabilisant à première vue quand tu rentres dans le livre. Mais après, au fur et à mesure, quand même, t'arrives à comprendre un peu le pourquoi du comment et c'est tout de suite plus simple. Oui, c'est vrai. Mais c'est que le livre est divisé en 3 parties. Ouais. Et en fait, on va dire, c'est un peu... une descente aux enfers. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu une descente aux enfers. Et les différentes parties, c'est surtout le cheminement de pensée de Winston, en fait, je trouve. Ouais. C'est que dans la première partie, c'est genre, il commence à se poser des questions. Et après, dans la deuxième, troisième partie, il y a des retournements de situation, il y a des actions, il y a des choses qui se passent. Il y a plus que juste des questionnements, en fait. Et c'est là où ça part vraiment
cacahuètes, j'ai envie de dire. C'est ça. Du coup, on va pas en dire plus pour pas vous spoiler si jusqu'ici vous ne l'avez pas lu. Mais en tout cas, justement, c'est important de le lire parce que, enfin, surtout en ces temps qui courent. Parce que voilà, c'est quand même un classique et c'est intéressant quand tu vois que l'extrême droite monte en flèche, etc. Enfin, on le verra plus tard, mais il y a plein de choses actuellement qui franchement, quand tu lis le livre, ça fait froid dans le dos parce que ça te rappelle vachement de choses. Du coup, maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Du coup, si vous avez lu le livre, pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Et si jamais vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller directement à 34 minutes 16 ou cliquer sur Mental Breakdown dans le chapitrage. Mais du coup, ce que Sarah disait avant et qui est du coup hyper intéressant dans le livre, c'est vraiment cette structure en 3 parties. Parce que du coup, on a vraiment dans la première la description de la vie sous le régime de Lang Sok. Donc vraiment la vie quotidienne, comment ça se passe et tout. Après, on a vraiment le moment où il rencontre Julia, que finalement ça devient sa go, tu vois, que... sa wifey. C'est ça, et du coup, c'est l'entrée dans la résistance, quoi, finalement. C'est là où les pensées deviennent des actes. Ouais. Et que du coup, on commence à rentrer dans la partie un peu intéressante du livre et tout. Ouais. Et la dernière partie, alors là, mais cata, quoi. Genre vraiment, tu tombes d'un immeuble très très haut. On est tombé des nues. Vraiment, là, on va se lâcher sur notre déception de comment ça s'est fini. Ouais, on en reparlera un peu plus tard, mais cette dernière partie, du coup, c'est vraiment l'arrestation de Winston, suivie de la réinitialisation, entre guillemets, de son esprit pour le soumettre aux idées du parti. Je pense que moi, je peux dire avec assurance que le moment le plus marquant pour moi, c'était vraiment genre la trahison de O'Brien. Tu vois, genre quand en fait tu crois trop que c'est un allié tout du long. Et à la fin, quand tu te rends compte que non, enfin perso, moi j'étais dans le déni. Ouais. Vraiment, j'étais dans le déni le plus profond, c'est-à-dire que le mec commençait sa trahison en mode, il commençait à torturer Winston et j'étais là en mode, non mais ça se trouve il fait genre, tu sais, pour être bien vu du parti, mais en fait il va le sauver et tout, alors que pas du tout. Mais jusqu'au bout, j'avais espoir aussi, mais je trouve que tu vois, enfin moi, un truc, tu me dis si t'avais eu ce feeling aussi, mais c'est justement, comme on l'a dit au tout début, Winston, dès le début du livre, il se pose des questions sur O'Brien. Genre, tu sais, il a eu ce rêve où ils se sont rencontrés, dans son rêve, ils se sont vus et il lui a dit une phrase. Ah oui, il lui a dit genre, on se retrouvera là où il n'y a pas de ténèbres, quelque chose comme ça. Et en fait, à partir du moment où il fait ce rêve, il est en mode, mais je sais qu'il y a quelque chose avec ce mec, que genre il est pas totalement pour le parti. Ouais. Et du coup, après, quand tu vois que O'Brien lui propose de rentrer dans la résistance et tout, t'es en mode putain, mais il avait raison, genre c'est hyper facile, tu vois. C'est genre, il a une bonne intuition, tu vois. Et puis surtout que toi, en tant que lecteur, c'est vraiment le moment où tu t'emballes et que tu te dis ok, il existe une résistance, on va pouvoir sortir de ça, tu vois, genre ils vont pouvoir triompher et vaincre ce parti, tu vois. Et du coup, tu nourris tellement d'espoir. Et à la fin, tu te prends une claque. Ouais, parce qu'en fait, moi, comme tu dis, à partir du moment-là, je me disais, ok, ça y est, ils vont, je sais pas, manifester, ils vont faire se réveiller les prolétaires, ils vont faire des actions de ouf, genre en scred contre le parti et tout. Et en fait, ils ont même pas le temps de lever le petit doigt. Mais oui, parce que surtout, il le dit souvent, ça, Winston, surtout quand il l'écrit dans son carnet, que s'il y a un espoir à avoir, il viendra des prolétaires, tu vois. Ouais. Et du coup, tout du long, tu te dis, mais oui, ils vont monter un truc et tout, ça va être la révolution, tu vois. Ouais. Et finalement, pas du tout. Non. Donc c'est vrai que psychologiquement parlant, ça donne un peu aucun espoir sur... Ouais. Alors vraiment, je me suis sentie lessivée à la fin du livre. Ouais, parce que plus tu tournes les pages de la 3e partie, et plus tu comprends qu'il n'y aura pas de happy end, quoi. C'est ça. Oh, putain, c'est ça. Genre, vraiment... bref. Après aussi, c'est un roman dystopique. Je sais pas à quel moment je me suis dit que pourrait y avoir une happy end, tu vois. C'est vrai, t'es même beaucoup trop optimiste, mais radical optimisme, en fait. Radical optimisme, tout à fait. Parce que... Petite ref à Dua Lipa, si jamais. Voilà, Léa porte son t-shirt, donc... Ouais, le t-shirt du merch payé 45 €.
Yeah. Mais comme autre moment marquant, à part cette fin absolument badante, ben moi en fait c'est tous les moments où il rentre vraiment dans les détails sur les explications de comment le parti fonctionne et surtout sur les méthodes du parti pour manipuler les gens. Genre quand il explique le principe du novlangue, je me rappelle ce moment où il est à la cantine et il parle avec un de ses collègues qui justement travaille sur le nouveau dictionnaire du novlangue, tu vois. Le fou du novlangue. C'est... Vraiment, et que justement le mec, enfin son collègue du coup, quand il lui explique genre pourquoi, enfin vraiment tout ce truc là de si on supprime les mots c'est pour que les gens pas ne puissent plus s'exprimer mais aussi ne puissent même plus penser du tout par eux-mêmes, genre littéralement rendre les gens cons en fait, en quelque sorte. Bah ouais. Et que Winston dans sa tête se dit ah mais ce collègue là il comprend la méthode du gouvernement. Et donc même s'il travaille pour eux et qu'il est à 100% pour eux, juste parce qu'il est intelligent et qu'il comprend, il va se faire éliminer. Ouais, en fait c'est ça, c'est qu'il est trop smart et que du coup le mec comprend les enjeux et donc forcément il y a cette menace de se faire vaporiser comme ils disent dans le livre. C'est ça, genre complètement disparaître. Et donc ouais, à ce moment-là je me suis dit waouh, c'est vraiment genre une dinguerie. Du coup je sais pas pour toi, mais moi, par rapport à ce que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est le fait que, comme on disait avant, t'es drop dans le monde de 1984, qui est genre méga différent du nôtre sur beaucoup de points quand même. Et du coup, tu comprends pas. Genre, t'es là, tu lis, on te balance des termes genre ministère de la vérité, télécran et tout, tu comprends rien. Et en fait, on t'explique pas. Et tu dois vraiment genre apprendre un peu tout seul, genre comprendre tout seul le fonctionnement. Et du coup, ça, au début, c'est un peu déstabilisant. Et je pense que moi, pendant la première partie, j'ai quand même eu un peu de mal à rentrer dedans avant que, justement, t'arrives à la seconde partie et que tu passes vraiment, justement, dans les actes. Tu vois, genre là, à ce moment-là, ça m'a vraiment hypée. Mais j'ai eu un peu de mal au début. Oui, c'est vrai, je comprends. Bah, moi, je pense que ce que j'ai moins aimé, c'est le moment où justement O'Brien lui donne un livre. Donc après, pour resituer le contexte, si jamais vous l'avez lu il y a longtemps, que vous vous rappelez pas trop, donc c'est le moment où Winston rentre enfin dans la résistance qui existe après avoir discuté avec O'Brien, donc le haut placé. Donc faut savoir aussi que Big Brother, il a un opposant qui est le dirigeant en fait de l'opposition, enfin de la résistance, c'est ça. Mais pareil, c'est aussi un peu la figure, mais genre personne ne sait où il est, personne ne sait ce qu'il fait, etc. Et du coup, lui, il s'appelle Emmanuel Goldstein. Et en fait, Winston, quand il rejoint enfin la résistance avec O'Brien pour le former, pour le faire rentrer officiellement dans le truc, et lui donne le livre écrit par Emmanuel Goldstein et qui récapitule en fait tous les principes de l'ANSOC, tout ce qu'ils font en fait pour manipuler les gens, comment ils ont réussi à changer totalement le monde. Et cette partie-là, où Winston lit le livre, genre littéralement, c'est un livre dans un livre. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, littéralement, l'auteur, il drop le livre, du coup, c'est aussi lui qui l'a écrit, tu vois, mais c'est qu'en fait, genre juste, t'as 10 pages, ou peut-être j'abuse, je sais plus, mais t'as plusieurs pages d'affilée, où c'est vraiment juste les extraits du livre, et en fait, c'est intéressant, mais c'est un peu chiant. Ça te sort du truc aussi. Ouais, vraiment, genre, d'un coup, c'est hyper, genre, formel, bon, après, c'est assez formel tout le long quand même, mais genre t'es quand même dans la tête de Winston, genre t'as ses sensations et tout, alors que là c'est comme si tu lisais genre une encyclopédie, tu vois, genre Oui, j'avoue, c'est un peu le mood, genre t'as plus de description, plus rien, enfin plus d'éléments visuels que tu peux te représenter, genre t'es vraiment juste en train de lire le bouquin du monsieur, c'est ça, et t'es là en mode bon. Mais du coup c'est intéressant parce que ça apprend plein de choses aussi, mais en même temps cette partie là j'ai trouvé un peu plus longue, quoi. Non, c'est clair que c'était pas la plus intéressante. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans la psychologie des personnages, je pense qu'on pourrait parler du fait que Winston et Julia, en fait, au fur et à mesure du livre, on comprend que globalement, ils détestent tous les deux le parti. Genre vraiment, ils sont pas chauds. Et je comprends. Sauf qu'en fait, ils ont une façon très différente de concevoir leur opposition au parti. C'est-à-dire que d'un côté, on a Winston qui est en mode non mais on peut pas rien faire, genre il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on rentre dans la résistance, que tu vois, il veut se mobiliser
même plus que par la pensée, mais par les actes, quoi. Ouais, Il veut quitte vraiment, à vraiment risquer sa vie. ouais, quitte à mourir, quoi. Mais du coup, lui, il veut vraiment se mobiliser, alors que Julia, Elle, elle le combat vraiment de la manière totalement inverse. ouais, elle combat d'une toute autre façon. C'est que, en fait, elle déteste donc aussi le parti, mais en fait, elle se dit que elle a un avantage à se plier à ce qu'on attend d'elle, finalement. Parce que du coup, elle peut faire ce qu'elle veut, détester le parti dans son coin. C'est ça. Personne la fera chier parce qu'en fait, elle est tellement. En fait, elle est moins surveillée, du coup, vu que le gouvernement lui fait confiance. Elle est irréprochable. C'est ça, elle est tellement irréprochable. Et il y a un moment où elle explique ça à Winston de manière assez profonde. Bon, je sais plus exactement comment elle le dit, mais c'est vraiment en mode, en fait, je me plie aux exigences du parti le plus possible. Comme ça, après, j'ai comme un peu des temps de récup, quoi. Genre c'est pendant toute la semaine, elle va travailler hyper hard pour le parti toute la journée. Elle va faire toutes ses missions, participer à genre tous les trucs genre qui sont même pas du travail, mais... Bon, c'est pas des associations, mais... des activités extrascolaires. Exactement, genre c'est littéralement des activités extrascolaires, mais pour toujours... c'est un embrigadement, quoi, clairement. Voilà, c'est ça, un embrigadement. Et du coup, elle participe à tous ces trucs-là de manière à, après, être vue comme moins suspecte et être plus tranquille. Genre, vu qu'elle bosse bien toute la semaine pour le parti, le week-end... c'est la festoche. Voilà, c'est la festoche. Enfin bon, d'une certaine manière, on s'entend, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Genre, la festoche, c'est se rendre de manière discrète dans un bois pour pécho Winston et revenir seule dans son appart avec son télécran, quoi. De ouf. So fun. Mais moi, tu vois, c'est un truc qui m'a un peu gênée, la vision des choses de Julia. Enfin, ça m'a gênée dans le sens où ça m'a frustrée parce que j'étais là en mode, mais ma girl, genre, tu ne peux pas être contre et te dire que tu vas tirer le meilleur de tout ça sans rien faire, tu vois. Je sais pas, genre, elle est juste hyper pessimiste, en mode, de toute façon, on n'arrivera jamais à renverser le parti et tout. Ouais. Donc, autant ne rien faire, se comporter à carreau pour pas être suspectée. Mais genre, du coup, c'est horrible parce qu'elle est dans une forme de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle fait rien. Du coup, genre, et du coup, moi, ça me fait grave penser, dans le monde actuel, à des gens qui sont en mode oui, mais de toute façon, la politique, ça me concerne... Enfin, genre, ça me concerne pas, ouais, voilà, ça genre, m'intéresse ça me concerne pas, ou machin. Mais genre, en fait, le truc, c'est que si toi, tu t'occupes pas de la politique, et donc là, ici, du parti, c'est lui qui va s'occuper de toi, tu vois. Et du coup, ça ne mène rarement à des bonnes choses, quoi. Ouais. Et puis, moi, je peux comprendre, tu vois, que surtout quand t'es jeune, que le fait de s'intéresser à la politique, aux enjeux, genre de ce qui se passe dans le monde et tout, ça peut être difficile et c'est violent, parce que clairement, il se passe pas du tout que des bonnes choses. Ouais. Mais c'est... Genre, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire de s'informer sur les différents partis qui existent, sur ce qui se passe dans le monde et pas que en France, parce que on voit que dans les pays européens, t'as quand même un schéma de montée d'extrême droite un peu partout, finalement. Oui. Et de faire des parallèles avec l'histoire, enfin, vraiment de se renseigner et de se mobiliser, en fait, même si c'est pas forcément... pas obligatoire de genre rejoindre des collectifs ou de faire des grandes actions, des choses comme ça, mais au moins de s'informer. Genre, c'est vraiment la première chose à faire, d'en parler autour de vous, de discuter avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, quoi, d'avoir des avis différents sur tout ce qui se passe, enfin vraiment de pouvoir genre se rendre compte, en fait, juste se rendre compte. Du coup, vu que c'est une séance de thérapie, c'est quoi ton émotion principale, un mot sur ton état psychologique après avoir lu 1984? Angoisse. C'est le mot qui me vient à l'esprit. On est sur un champ lexical du désespoir. Vraiment. Moi, je propose de boire un chez Ginto. Pour se détendre un peu, là. Ouais, pour moi, ce serait, je pense, détresse. Ouais. C'est pas mal aussi. Non, mais je pense que c'est sûr que ça fait froid dans le dos de lire ce livre, mais genre ça te fait prendre conscience de plein de choses et du coup tu deviens beaucoup plus en alerte et c'est quand même quelque chose de positif, tu vois. Et puis, enfin, faut dire que quand même c'est un degré de... Oui, on n'y est pas. Ouais, je dis en fait le monde de 1984, il est tellement vénère que là, pour l'instant, on est loin d'y être. Et heureusement. Et heureusement, parce que franchement, ça donne pas envie.
donc, pour cette dernière partie qui se nomme Mental Breakdown. Pourquoi ? Parce que on va faire un peu, même si on l'a déjà fait, un lien avec notre réalité. C'est ça, parce que comme on le disait juste avant, le monde de 1984, c'est pas du tout là où on n'en est pas là aujourd'hui, mais il y a des similitudes, il y a des choses qu'on peut reconnaître, ou en tout cas des débuts de choses qui commencent à venir, et donc c'est pour ça que selon nous c'est quand même un avertissement nécessaire, ce livre. Et par exemple, un truc qu'on a vraiment reconnu, c'est le principe du novlangue. Ouais. Ça c'est très flippant parce que justement le fait de vouloir simplifier le langage au point de ne plus pouvoir penser autre chose que des trucs vraiment basiques, en fait ça on le voit, on l'a vu là très récemment depuis que Trump a été réélu. Vous l'aviez peut-être vu passer aussi, mais en fait son gouvernement a fait interdire une liste de mots pour qu'elle ne soit pas utilisée en fait dans ses administrations. Donc c'est-à-dire qu'en fait tous les organismes de recherche, etc., ne peuvent plus utiliser certains mots, et dans les mots qui sont interdits, vous l'aurez compris, c'est des trucs du style femme, genre, transsexualité, woke, tu vois, genre c'est vraiment plein de mots comme ça, et du coup c'est la cata quoi, parce que finalement les scientifiques qui vont mener des recherches et tout, en fait ils vont être hyper limités déjà dans leurs recherches, mais aussi surtout dans la publication et le partage de leurs études, parce que si tu peux pas utiliser ces mots, au final on parle pas vraiment du sujet, et du coup c'est pas le bon message qui passe. Enfin, c'est très flippant, parce que vraiment quand tu te rends compte de ça, tu te dis mais en fait c'est ça le truc, c'est que en fait on supprime des mots, on essaye de faire en sorte qu'ils soient pas dits, parce que du coup si on parle plus de transsexualité, si on parle plus de genre, d'identité de genre, ça va disparaître quoi. C'est ça. Et moi il y a un autre pays aussi dans lequel j'ai trouvé un petit peu enfin pas un pays, le gouvernement d'un pays qui je trouve a quand même des similitudes avec le gouvernement de Langsoc. C'est la Chine. Je sais pas si vous savez un petit peu ce qui se passe en Chine, enfin à quoi ça ressemble la vie là-bas. En fait, c'est un régime communiste, mais pas le communisme de Karl Marx quoi finalement. Voilà, c'est ça. C'est finalement vraiment un régime totalitaire en vrai. Enfin, ouais. Je sais pas si c'est abusé de dire ça, mais c'est pas considéré comme une dictature il me semble, mais ça c'est tout comme. Mais c'est tout comme en fait. Si vous voulez, moi j'étais déjà en Chine, et du coup j'aimerais bien vous donner un peu mes impressions, parce que pour avoir été là-bas, alors j'ai kiffé le voyage, vraiment c'était incroyable, c'est un super beau pays, il y a tellement de choses positives, et même les Chinois sont hyper gentils, mais en fait c'est juste le gouvernement le problème. Mais du coup pourquoi en fait la Chine c'est presque une dictature? Il y a plusieurs raisons. Déjà le président, il est président à vie. C'est-à-dire qu'il a littéralement fait voter vraiment entre guillemets, parce qu'en fait il laisse le choix à personne quoi. Voilà. Mais en gros ils ont fait voter une loi pour que littéralement le président puisse rester président à vie, qu'il n'y ait pas de réélection, qu'il puisse le rester jusqu'à sa mort. En Chine t'as ce truc là où le parti du coup du président, c'est vraiment le parti qui décide de tout en fait. Enfin les autres partis sont totalement effacés. Et c'est pour ça qu'il peut pas y avoir de réélection, que les gens peuvent pas vraiment non plus s'intéresser à autre chose, parce que en fait on leur laisse pas vraiment le choix. Ouais. Et ce qui ressemble plus à 1984, c'est vraiment la surveillance. En fait les Chinois sont tellement surveillés dans tous leurs actes, je vous jure que ça fait trop peur. Par exemple tu vois les télécrans dans 1984, en Chine c'est des caméras. Genre il y a vraiment des caméras de partout. Ouais. C'est choquant, genre t'en as dans toutes les rues, mais tu sais que c'est pas des caméras genre pour voir ce qui se passe, pour voir s'il y a pas de danger de trucs, genre c'est vraiment pour surveiller les gens, parce que c'est sur un poteau t'as genre 10 caméras, tu vois, genre chaque angle. Et surtout aussi c'est des caméras à reconnaissance faciale. C'est ça. Et c'est là où ça change tout. En fait dès que tu fais quelque chose, dès que le gouvernement te voit, il sait qui tu es. Voilà. Il sait ce que tu fais, il peut te suivre, en fait, il peut retracer tout ton trajet sur une journée. Par exemple, j'avais une correspondante en Chine, et un jour, je suis allée au lycée avec elle, et en fait, il rentre dans le lycée par reconnaissance faciale. Genre, pour déverrouiller le portail, ils montrent leur visage, tu vois. Face ID. Non, mais c'est vraiment ça, genre littéralement un Face ID pour rentrer dans le lycée. Et pareil, genre pour rentrer dans son immeuble, c'était ça aussi, tu vois.
Donc en fait, vous n'êtes pas anonyme. Genre, personne n'est anonyme. Et du coup, si vous faites des choses que le gouvernement n'aime pas, vous pouvez avoir des problèmes. Ouais. Bon, on va peut-être pas vous tuer comme dans 1984, mais vous pouvez être puni, perdre des points de crédit social. Ouais, j'allais dire, il y a un système de score qui t'affiche sur la place publique en mode il s'est mal comporté parce qu'il a traversé au feu rouge. Ouais, c'est ça. En fait, littéralement, Black Mirror, la Chine. Ouais, genre, quand je disais crédit social, en fait, c'est pas juste une façon de parler, c'est que c'est vraiment réel. Genre, ça s'appelle comme ça, et en fait, c'est chaque citoyen chinois a un score, en fait, social. Donc, plus le score est élevé, ça veut dire plus il fait des bonnes actions. Genre, il donne son sang, il fait des trucs associatifs, il rend visite aux aînés dans les EHPAD, tu vois. Genre, ça, vraiment, ça te fait gagner des points. Et tu peux perdre des points, mais avec des actions pas du tout celles que vous pensez, hein. C'est-à-dire que tu perds des points comme genre quand tu traverses au feu rouge, quand tu joues à des jeux d'argent en ligne. Enfin voilà, genre dès que tu fais des trucs mal vus par le parti et qui sont genre pas bien pour la société, tu perds des points de crédit social. Et littéralement, quand tu as un crédit social bas, tu ne peux plus accéder à certaines choses. Par exemple, prendre l'avion, tu peux plus prendre l'avion, tu peux plus prendre le train. Quand tu appelles quelqu'un, la personne aura d'abord un message en mode attention, cette personne qui essaye de vous joindre a un crédit social faible, tu vois. Comme si la personne elle t'appelait genre d'une prison, tu vois. Genre t'as un message avant. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Ouais, ça fait peur. Bah ouais, en fait, tu te rends compte, c'est pour ça qu'on disait ça avant, c'est que fiction et réalité ne sont parfois pas si éloignés qu'on le pense, parce que en fait c'est à des degrés différents, c'est des applications différentes, mais on voit que quelque part ça se rejoint. Et surtout ce truc de caméra de surveillance à reconnaissance faciale, c'est aussi un truc que là on a un peu malheureusement expérimenté en France, parce que pendant les JO de 2024, là pendant l'été, je sais pas si t'avais vu, mais il y a eu justement un truc comme quoi on pouvait utiliser pour des raisons de sécurité des caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Donc c'est un truc qui a été voté entre guillemets dans le contexte des JO, en mode juste pour sécuriser cet événement-là. Mais en fait, ça ouvre la porte à des dérives, parce qu'au final, qu'est-ce qui nous dit que là, dans le futur, cette reconnaissance faciale ne sera pas utilisée pour justement pouvoir surveiller les gens de manière très précise. Justement, il y avait Amnesty International qui alertait là-dessus, sur le fait que là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, et qu'on n'aurait juste pas dû, sous couvert de sécurité, accepter ça, quoi. Oui. C'est ça. Mais en tout cas, je voulais juste dire, si ça vous intéresse un peu justement tout ce fonctionnement en Chine de la surveillance, ou même ça, la reconnaissance faciale et tout, il y a plein de vidéos genre sur YouTube, il y a même des documentaires, je pense, sur France TV, etc. Oui. Enfin, il y a vraiment plein de ressources si vous voulez un peu vous intéresser à ça et voir à quel point c'est chaud. Oui. En plus, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui le savent pas vraiment, parce que la Chine, c'est quand même un pays très puissant, tu vois. Que ce soit genre de manière commerciale dans le monde et tout. Ils ont une culture forte, et en fait, les gens se rendent vraiment pas compte de ce qui se passe dans le pays. Et d'ailleurs, les Chinois ne s'en rendent pas non plus compte, en fait. Genre, ils sont tellement dedans. C'est-à-dire, genre, moi, j'avais posé la question à ma córesse. J'avais dit, qu'est-ce que ça te fait, en fait, d'avoir des caméras partout ? Est-ce que t'as pas peur, justement, d'être surveillée, qu'on sache tout ce que tu fais ? Et elle m'avait dit, non, moi, je me sens en sécurité. Ils trouvent ça normal. Donc, pour eux, c'est totalement normal. Ouais, parce qu'ils baignent dedans, quoi. C'est ça. Et un autre truc auquel j'avais pensé, qui est un peu en parallèle avec 1984, genre dans la falsification des faits historiques et tout, des informations, genre, en Chine, vous le savez peut-être déjà, mais ils ont pas du tout les mêmes réseaux sociaux que nous. Parce que nous, nos réseaux sociaux, ils sont interdits en Chine. C'est-à-dire Snapchat, Instagram, Facebook. Ils ont TikTok, mais c'est un TikTok spécial. Voilà, parce que ça vient de Chine. Mais ils ont un TikTok spécial chinois. Et oui, et d'ailleurs, quand justement TikTok a été momentanément interdit aux États-Unis, tout le monde s'était rué sur cette application chinoise, justement. C'est vrai ? Oui. T'avais des influenceurs en mode let's go, on va télécharger ça, alors que franchement, en plus, pas bonne idée. L'application était en mandarin. Du coup, tu comprends rien. Oui. Mais c'est ça. Mais ouais, du coup, ils ont pas du tout les mêmes infos que nous, en fait, sur le monde. Ouais. Genre, même à la télé, t'as quasiment que des chaînes de propagande chinoise, en fait, qui parlent en bien du parti, et qui ne parlent de tous les autres pays du monde comme un peu
des malveillants, quoi, des entités malveillantes qui veulent s'en prendre, enfin pas s'en prendre, mais qui sont contre le gouvernement chinois, quoi, en gros. Mais je pense aussi, ce qui fait que certaines personnes ne sont pas au courant justement de tout ça en Chine. Genre, c'est vraiment ce truc de se dire non, mais ça peut pas être si abusé, tu vois. Parce qu'en fait, dans notre imaginaire, c'est vraiment, comme tu disais, un truc Black Mirror. Ouais. En mode, c'est un scénario de série, tu vois, mais ce n'est pas la réalité. Et je pense que les gens minimisent de ouf le truc parce qu'ils sont là en mode non, mais de toute façon, ça peut pas arriver. Et en fait, c'est comme. Justement, en France, tout particulièrement, tu vois, les gens sont en mode non, mais l'extrême droite passera quand même pas et tout. Genre, c'est impossible qu'on revienne en arrière, c'est impossible qu'on réélise un gouvernement fasciste. Enfin, bon, le premier n'a pas été élu, mais bref. Mais je veux dire, tu vois, les gens sont tellement en mode ça s'est déjà produit, tout le monde est trauma, ça ne réarrivera jamais. Mais en fait, si, c'est en train d'arriver. Ouais. Et les gens ne réalisent pas juste. Bah sur ce bon mental breakdown, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un vrai psy. Si vous en ressentez le besoin. Non, mais en vrai, faut pas non plus s'angoisser. Mais, oui, parce que là, on est très pessimiste quand même. Oui, en même temps, il y a beaucoup de choses qui le laissent penser. Mais en tout cas, non, je pense que justement, lire un livre comme 1984, c'est bien pour remettre les choses en perspective et pour se rendre compte, en fait, de jusqu'où ça peut aller. Et de se dire que justement, si maintenant on doit actionner le frein, il faut le faire. C'est et ça. qu'après, ce sera trop tard. Et du coup, ça permet vraiment de se remettre dans le truc et de se dire oui, ok, d'accord, là, ça devient compliqué et il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ouais. Et puis, c'est aussi très... Bon, je peux pas dire c'est sympa à lire, mais nous, on a bien aimé, quoi. Oui, non, c'était intéressant. Alors, pour terminer, je pense qu'on peut peut-être se partager une petite citation ou un petit passage qu'on a bien aimé dans le livre. Du coup, moi, c'est pas vraiment une citation, mais en fait, il y a un passage, un moment dans le livre où Winston, il se rend chez un antiquaire. Et du coup, déjà ça, c'est un peu chelou parce que tu te dis que dans ce monde où ils essayent de tout remplacer pour faire en sorte que plus rien n'existe, un antiquaire, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, l'antiquaire, c'est justement cet endroit où il y a que des objets qui appartiennent au passé et qui rappellent des époques révolues, tu vois. Et justement, moi, j'avais trop kiffé ce passage dans le sens où c'est un peu un voyage dans le temps où en fait, tu retrouves des objets qui datent de l'époque où la doctrine en place n'était pas installée. Et du coup, c'est trop bizarre comme feeling parce que c'est vraiment ce truc de... ces objets ils viennent d'avant et ça rappelle qu'il y a eu une époque avant tout ça, quoi. C'est le petit espoir finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que moi j'avais bien aimé ce passage aussi. Alors moi, pour une citation, c'est pas forcément une citation que je qualifierais de belle ou de poétique, mais on va dire que ça résume très bien la puissance du parti de 1984. Enfin, si vous n'avez pas lu le livre comme ça, vous allez vraiment ressentir, je pense, la puissance du truc. Donc, c'est la phrase que je vais vous lire. « Le parti ne cherche pas seulement à vous tuer, il veut vous anéantir. Il veut que vous l'aimiez avant de mourir. » Et en fait, ça, c'est un truc où les opposants au parti, ils ne vont pas simplement les faire disparaître, mais ils veulent aussi, juste te faire un brainwash avant de te tuer. C'est-à-dire que même si tu vas mourir, il veut que tu meurs en aimant le parti. Ouais, c'est ouf. Et ça, c'est tellement horrible. Genre, avant de te tuer, ils vont juste te faire des séances de torture jusqu'à ce que tu adhères aux valeurs du parti. Et c'est vraiment pas juste... dire oui j'adhère, ils veulent faire en sorte que vraiment au plus profond de ton cœur tu aimes Big Brother et le parti avant de mourir en fait. Ouais, et que pourquoi t'en défends? Oui, et que tes pensées vraiment changent, quoi, que tu changes ta façon de penser. Et c'est ouf parce que ça veut dire que même les morts, ils ne les laissent pas tranquilles, genre. Ouais, et ça montre à quel point à quel point manipuler la pensée c'est important pour eux, quoi. Ouais. Alors, pour le prochain épisode... Après vous avoir mis en déprime... Non, en vrai, on espère que vous avez aimé l'épisode et qu'il n'a pas été trop sombre parce que on était quand même sur des thématiques très sérieuses et un peu difficiles. Ouais, du coup, on essayait d'alléger un peu la situation à certains moments pour que ce soit pas trop lourd. Voilà, on espère que vous avez un petit peu rigolé avec nous parfois. Mais du coup, on va vous annoncer le thème du prochain épisode.
Alors on va cette fois-ci pas spécifiquement parler d'un livre parce qu'on s'est dit qu'on ferait quand même des épisodes sur plusieurs formats. Et du coup, la prochaine fois, on aimerait bien parler un peu des maisons d'édition indépendantes qui existent et qui permettent en fait de consommer en n'enrichissant pas un certain milliardaire du nom de Bolloré. Non mais enfin voilà, si vous n'êtes pas trop au fait de la situation, bon vous connaissez certainement Bolloré, mais en fait il faut savoir qu'il détient via son groupe Vivendi, il détient vraiment une grosse partie des maisons d'édition. Et du coup c'est plus que jamais important justement d'acheter ces livres dans des petites maisons d'édition pour déjà faire vivre des maisons qui sont plus petites, qui sont indépendantes, qui ne reçoivent pas de l'argent et du financement de milliardaires. Et donc voilà, je pense qu'on va faire un épisode sur un peu où justement consommer pour faire ça bien. Voilà. Et si j'avais une petite précision, Bolloré, c'est pas qu'un milliardaire, c'est surtout un milliardaire d'extrême droite. Je pense qu'il faut quand même le préciser. En même temps, je pense pas qu'il y ait de milliardaire de gauche. Non, je pense pas non plus. Ouais, c'est vraiment genre un monde parfait, tu vois. Mais oui, voilà. Gros soutien. Ouais, voilà, gros soutien. Financier notamment. Voilà, c'est ça que j'ai cherché, genre gros soutien des partis d'extrême droite. C'est aussi le mec qui possède Canal+, notamment. Donc il possède beaucoup plus. Tout ça. Enfin, il possède pas que ça, il possède genre des milliers de trucs dans des milliers de domaines différents. Oui. Mais voilà, on va pas tout étaler, mais ce serait trop long. Ce serait trop long, mais voilà, du coup, nous, on va se concentrer sur la partie édition et comment un peu, genre, essayer de boycotter ce mec. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, on s'est chauffé un peu parce que de base, on s'était dit qu'on allait sortir un épisode par mois. Mais en fait, on est trop hypé, on a trop envie de vous parler de plein de trucs. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait faire 2 épisodes par mois. Et du coup, voilà. J'espère que ça fait sens pour vous. Mais on va les sortir les 2e et 4e dimanches du mois. Donc voilà, vous regardez le calendrier, vous regardez le 2e et le 4e dimanche. Et c'est là où les épisodes sortent. Donc comme la dernière fois et comme cette fois-ci, genre vers 16h. Ouais, genre 16... pour le goûter. Ouais. Exactement. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce podcast ou venez nous rejoindre sur TikTok aussi, on fait des petites vidéos et tout. Et comme ça en plus vous pouvez nous envoyer des messages ou même commenter et tout, on vous répondra avec plaisir. Oui. Et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont pris le temps genre de nous écrire, que ce soit en commentaire ou même en DM sur TikTok pour nous faire des retours sur le premier épisode, ça nous a fait trop plaisir. Ouais. Et n'hésitez pas à le faire si vous avez envie, on vous répondra. Et en plus, nous, ça nous aide grave pour prendre votre température aussi sur ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs que vous avez moins aimé, etc. Genre vraiment, n'hésitez pas à venir nous parler. Tout à fait, on vous répondra avec plaisir. Et du coup, on se dit à bientôt. Mais oui, à la prochaine. Bisous. Bisous.